Les gars, tapotez et partagez-moi ce live, les gars. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant que j'organisais ce live parce que j'aime faire les lives surprises. Je fais pas trop de tapage pour des lives. Et affaire de Kimi Seba, faut attendre mai, le 11 mai. Bon. On te voit pas, Dani. Comment ça, vous me voyez pas? Allô? Vous me recevez? Les gars, on monte à 300 000 likes, s'il vous plaît. Sécurisez-moi ce live, c'est ce que les influenceurs aiment dire, non? Les stars de TikTok. Partagez, sécurisez, mettez les likes et les cœurs. Les gars, on monte à 200 000, 200 likes, les gars. 200 000, allons-y. On fait ça en quelques secondes, on peut le faire, c'est facile. On attend Abdoul Nian. Le docteur Abdoul Nian, c'est lui qu'on attend, dans 2 minutes. C'est lui qu'on attend, s'il vous plaît. C'est Cole Dramani. Hé, Draman, mais comment j'arrive pas à vous voir dans les deux mondes? C'est étrange, hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce TikTok aujourd'hui? J'ai une question pour toi. Ou une remarque, plutôt. Les remarques, c'est après le live, frère. J'ai pas fait de demande. Je suis là pour écouter. Danny, coupe et relance, s'il te plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Vous m'entendez pas? Vous me recevez pas?
Mais pourquoi donc je devrais relancer le live? Je comprends pas. Moi, j'ai aucun bug. Monte un peu, Draman. C'est bizarre, hein. Je ne vois personne, hein. Je vois aucune demande, je ne vois rien. Je ne vois personne, en fait. C'est bizarre, hein. Je ne vois personne. Là, je viens de voir une demande. Je sais pas, allô? Oui, comment tu Tu me vas? reçois? Je te reçois, je t'entends bien, 5 sur 5 opérationnel, j'ai aucun bug. Je sais pas pourquoi les gens ils disent de redémarrer le live. Moi d'en bas, je t'entends super bien, le son il est bon, l'image elle est Hmm. bonne. Donc je sais pas. Peut-être il y en a qui disent il y a des bugs, mais moi j'ai aucun bug. J'ai aucun bug. Ah, Ça je te dis la vérité. Après ceux qui ont des problèmes pour relancer vos lives, quittez l'application et revenez parce que nous on n'a pas de problème. Peut-être que le bug c'est chez vous. ouais. Bon, on attend Abdul Nion, hein. Mais Ouais. moi, je te vois même pas, hein. Là tu me vois pas là? Mais je te dis, c'est sûrement mon compte qui a un problème. Ah ouais, parce que là, si toi, tu me vois pas, c'est qu'il y a un problème. Ah, là, je te Peut-être. vois. Hein? Là, tu me vois. Là, je vois ton compte, mais je ne voyais pas. Ah ok. Non, moi, je te vois. Moi, je te vois parfaitement et je t'entends parfaitement. Mais la famille, c'est le problème, c'est qu'on tapote pas assez le live aussi, hein. Tapotez le live. Prenez le cœur du jour, s'il vous plaît. Envoyez quelques pièces pour stabiliser le live un maximum, pour ceux qui peuvent. Et puis, republier, appuyez sur la flèche et republier un maximum le live. Ça va le stabiliser. Mettez good live dans les commentaires aussi. Good live un maximum. Je vais aller voir s'il y a le filtre. Je vais retirer pour pas que ça bloque les commentaires good live. On va voir si c'est filtré. Oui, alors, on va retirer ça. Et puis, c'est bon. OK? Donc maintenant, mettez good live un maximum dans les commentaires. Ça ne va pas bugger. OK? Voilà, tout le monde peut mettre good live. Voilà, protégez le live avec voilà, quelques trucs. Ça va monter. Prenez le cœur du jour là-haut. Hein, vous voyez, moi, je prends le cœur du jour comme ça fait longtemps. Dani n'avait pas fait de truc. Là, c'est bon, j'ai pris le cœur du jour. Donc voilà, faites les objectifs qu'il y a dedans, c'est important. Et puis c'est bon, on est bon normalement. Si tout le monde met good live et vous tapotez, franchement, ça devrait le faire. Le temps que Nyang il arrive. Ah ouais, Comment on va? le tank. Ça va, ça va. Je te dis que Tranquille. là, si je te dis que je vois une seule demande, c'est que je te mens. Je sais même pas si quelqu'un a envoyé une demande. Je crois Ah qu'il ouais? y a un bug. Ouais, je crois vraiment qu'il y a un bug au niveau de ma page. Après, je Attends, pense qu'elle va se stabiliser. Je ne vois est-ce que aucune moi je... demande. Ah mais parce que moi, est-ce que j'ai le rôle des demandes? Je crois pas, j'ai le rôle des demandes. Je sais même pas comment on active ça, frère. Ça fait un En fait, bail. quand tu vas cliquer sur mon profil, il y a trois petits points à côté là. OK? Et à un Hmm. moment, tu vas voir, tu peux regarder le rôle des modérateurs ou bien directement dans les paramètres, tu regardes le rôle des modérateurs. Il y a 74 demandes. Moi, je ne vois aucune. Oh, Ah, il y a des modérateurs, ils voient alors. je vois aucune demande, frère. De toute façon, là, c'est Nyang et même moi, je vais descendre, je vais surveiller dans les commentaires, hein. C'est Nyang et Ouais, si Vals. dès qu'il vient, je vais je vais faire descendre tout le monde. Mm. Non, Il bon, m'a dit ça dit une quoi? minute. Ça dit quoi? Je suis là. Je suis là, c'est un live très important. Mm, Après, j'ai pas eu le temps de faire un live sur le Mali, mm. un vrai live. Donc là, je pense que c'est le moment. Ouais, Nous allons discuter avec lui. exactement. Nous allons lui poser des questions en tant qu'observateur Mm. national, pardon. Voilà, c'est très important. C'est fatigant d'écouter les médias occidentaux et les observateurs internationaux et machin chouette là. Pour faire Bon, du local. je pense que ces médias-là, on les connaît maintenant, on n'a plus besoin de... Eux-mêmes, ils ont fini par se clasher hier, toi-même, tu as vu par rapport à la question de l'Iran. Bon, Abdul Nian est là. Bon, vas-y, je vous laisse. Est-ce que- Je descends. Il a fait sa demande? Non, je cherche, je ne vois pas.
Je cherche. Et je ne vois pas. Dis-lui qu'il met un message dans les commentaires. Il a laissé un message, j'ai vu son message. Mais je ne vois pas. Quand tu cliques Ça sur son nom, à un demande. moment, tu peux l'inviter. Si je clique. Si tu cliques sur son profil dans le message qu'il a mis, tu peux tu peux lui envoyer une invitation directe pour qu'il monte. Ah, ok, attends. Si tu as vu son message, tu as juste à. C'est bon, il est Attends, là? je. Ok. Bon, moi, je vous disparais. Super. Abdoulaye, Oui, bonsoir. bonsoir, comment tu vas? Ouais, toutes mes excuses, hein. Non, il n'y a pas de Ah, problème. ça c'est une Moi, Hein, sanction, c'est une sanction économique. Hein. je suis Je d'accord. t'envoie. Je te mets en grand. ok. Ah, Ah ouais, Bon, moi, je descends. Abdoulaye, Mifo, vraiment, ouais, Ika Bara, là, Akira Famaï, ça fait quelques jours. Et vraiment, ouais. en Tanaï, vraiment, Tanaï, frère, Kana Franfo, Ikala, mais pas de frein, Ok. avance tout droit, le peuple, quand on dit journaliste du peuple, là, t'es au Ouais, summum, t'es au panthéon, faut appuyer encore, t'es en train de finir avec tous les médias impérialistes, là, et on ouais. en a besoin, ok? Absolument. Allez, Donc, courage, bon, les mon gars, ami. partagez d'abord le live. On monte vite, on monte rapidement à 2000 et on démarre, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on a perdu 1 heure, mais ça va aller. Déjà, bonsoir, mon frère. Comment vas-tu? vraiment, toutes mes excuses pour ce Non, retard. c'est une sanction économique. Donc, Il n'y a pas de problème, je l'assume. voilà. Donc déjà, Bien, je te souhaite la bienvenue sur ma page hein, et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Dieu Donc, merci. j'ai lancé ce C'est un live. honneur, Non, c'est un l'honneur, il est honneur pour partagé. moi, maintenant. Ouais, En fait, j'ai lancé ce live car nous sommes ici pour dire la vérité. Une vérité sans filtre. ouais, Nous sommes là pour défendre le Mali souverain. Le Mali des absolument. patriotes. Le Mali qui refuse totalement, catégoriquement, de se coucher devant les puissances étrangères et leurs marionnettes. Donc aujourd'hui, Ouais, nous parlons principalement de l'attaque lâche, l'attaque barbare du 25 avril 2026, cette tentative de déstabilisation orchestrée contre la nation malienne. Donc nous savons que absolument. derrière les kalachnikovs et les pick-up des terreaux, il y a forcément des mains sales. Donc avant de commencer, avant que je te donne la parole, je vais tenter de rappeler les faits. Euh, le 25 mars, le 25 avril, pardon, de 5h30 à 13h, je dirais 15h, des groupes armés terreau en coalition avec les membres du FLA ont lancé une offensive coordonnée, lâche, barbare sur plusieurs fronts simultanés. Des tirs nourris et des explosions ont retenti à Bamako, notamment autour de Kati, qui est la grande garnison militaire, à Gao, Kidal, Sévaré, Mopti et d'autres localités stratégiques. Vers 5-7 heures, les premiers assauts visent les positions des FAMA et des sites sensibles. À Kati, près de Bamako, une attaque particulièrement perfide cible la résidence du feu ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, paix à son âme. Les terreaux utilisent des véhicules piégés et des commandos infiltrés. Les FAMA ripostent immédiatement avec courage et professionnalisme. Des hélicoptères survolent la capitale pour appuyer les troupes au sol, donc les FAMA. Vers 7h, 10h, les combats s'intensifient. Les GAT tentent de prendre d'assaut les camps militaires, des postes de police et même des infrastructures près de l'aéroport de Bamako. À Gao et Kidal, des membres du FLA, donc Azawad, affiliés au terreau du JNIM, multiplient les incursions. Mais les FAMA, soutenus par leur détermination patriotique, lancent des contre-offensives foudroyantes. Des dizaines de terreaux sont neutralisés heure par heure. Leurs véhicules sont détruits. Vers 10h, 13h, les FAMA reprennent le contrôle progressif de toutes les positions attaquées. Je me souviens que vers midi, le communiqué officiel tombe. La situation est maîtrisée. On parle de plus de 200 terreaux neutralisés rien que dans la première journée. Mais le chiffre montera plus tard à 2500 selon un rapport d'Africa Corps. Il faut le souligner. Les terreaux fuient. Entre 13 et 15 heures, les autorités confirment que l'offensive complexe a échoué.
C'était une attaque terreau d'une ampleur inédite. Mais rappelons que le Mali a démontré sa résilience. Les FAMA ont anéanti cette tentative de coup de force, pour dire cette tentative de coup d'État. Mon frère Abdounian, maintenant que nous avons tenté de rappeler le récit héroïque des autorités, nous avons tenté d'ouvrir un débat sans langue de bois. Des arrestations ont eu lieu, ce qui confirme l'existence de complicités internes et potentiellement externes. Mais un nom revient avec insistance, Oumar Mariko. Rappelons que quelques jours avant l'assaut, Mariko se rend chez le JNIM pour voir soi-disant des otages. Coïncidence? Non. Est-ce que selon toi, ce n'était pas la rencontre de coordination et un appel discret à une révolte au sein de l'armée? N'étions-nous pas dans une configuration où cette rencontre actait les derniers préparatifs, c'est-à-dire transmettre les dernières infos sur les positions exactes des FAMA, les habitudes ou le calendrier du regretté général Sadio Kamara, les failles à Kati et Bamako, les horaires même à laquelle il fallait frapper? Je le dis parce que le JNIM et le FLA ne bougent pas comme ça sans renseignement précis. Est-ce que Mariko n'était pas le pont entre les terreaux et les réseaux politiques de Bamako et de l'étranger? À toi la parole, mon frère. Merci beaucoup, Dani, pour ces questions. Je sais que ces questions aussi ne sont que la conséquence des soucis que vous avez transformés en questions. Et ce sont des soucis légitimes, bien sûr, qui font appel à ces questions. D'abord, Oumar Mariko n'est pas du tout populaire, ni au sein de la population, ni au sein de la classe politique. Il est en quelque sorte la paria au sein de la classe politique. Mais il a beaucoup d'infiltration au sein de l'armée. Parce que le groupe de militaires à la base du coup d'État de 2012, il était très très proche de ce groupe. Et il s'est avéré que... C'était même l'une des grosses figures de cette opposition, oui. C'est un opposant, mais il n'a pas de poids politique. C'est pourquoi il est toujours dans l'insurrection. Pour faciliter la prise du pouvoir par les chaos. Donc, ça a toujours été sa stratégie. Et il essaie toujours d'inciter à la révolte les paysans, les couches défavorisées, les militaires radiés ou en passe d'être radiés, etc. Donc, c'est cette posture politique qui a fait qu'il est beaucoup plus proche de la racaille au sein de l'armée, c'est-à-dire des militaires en conflit avec la loi, des délinquants, des trucs. Donc, c'est ça également, c'est ça sa force, en fait. Et donc, c'est ce qu'il a voulu utiliser pour déstabiliser la transition. Je vous rappelle qu'ils sont en train de préparer ces attaques il y a un an. La prise de contact avec les militaires radiés ou en passe de l'être. Certains éléments terroristes dans les Garbal à Bamako, quelques animateurs radio et ainsi de suite. Donc Mariko était en train de tisser cette toile. Ça vaut déjà un an et que les terroristes sont en train de faire l'infiltration et pas mal d'autres choses. Donc voilà pourquoi il a mis cela au service de la France pour juste faciliter la déstabilisation du Mali. Nous avons déjà toutes les preuves de l'implication de Oumar Mariko dans ces attentats terroristes. Et d'ailleurs, Oumar Mariko a toujours été en contact avec Yad Agali et son groupe. C'est depuis 1990, quand la France avait voulu renverser le régime de Moussa Traoré en 1990, sous le prétexte fallacieux de soutien à un processus démocratique. C'est Oumar Mariko qu'ils ont utilisé pour créer les conditions d'un bain de sang à Bamako et susciter une rébellion dans la partie septentrionale. Si vous avez suivi son interview, sa dernière interview accordée à France 24, il reconnaît lui-même avoir rencontré les leaders du mouvement populaire de l'Azawad en Mauritanie en 1990. Et c'était autre que Yad Agali. En 2011, il fera la même chose, toujours en Mauritanie. En 2012, il rencontre les terroristes
à Niafunké dans la région de Tombouctou. Également, en 2019, il va faire de même en rencontrant Amadou Nkoufa, un autre leader terroriste. Ça, ce n'est que la suite logique du parcours de ce personnage politique. Mais là où ils se sont trompés, Marico avait sa coaction avec France 24 rencontré les otages maliens à Fassala sur le territoire mauritanien et faire parler un militaire qui fait croire que, avec un discours préparé par l'Occident, que ce dernier était en train de lire, en faisant croire que, voilà, que le pouvoir a lâché les terroristes, le pouvoir ne s'intéresse pas du tout aux otages. C'est docteur Omar Marico seul qui s'occupe des otages. C'était une façon d'ouvrir une brèche au sein de l'armée pour que Omar Marico s'engouffre et essayer de démobiliser les troupes, casser le moral. C'était psychologique. C'était une action de communication psychologique parce qu'ils avaient fait de l'unité des forces armées leur centre de gravité. Or, ils ont commis une erreur stratégique extrêmement grave. Ils ont appris à leurs dépens que le centre de gravité de ce pouvoir, c'est plutôt le peuple. Mais Abdoul, si on reste un peu cadré sur ce que tu viens de dire, mais qu'est-ce qui nous prouve d'abord même que c'était des otages? C'est problématique parce que ils ont montré le visage d'un soldat. Lui, il est du personnel militaire des FAMA. Mais ils ont masqué le visage de beaucoup d'autres. Et ça, c'est pas habituel chez les terroristes. Ils ne masquent jamais le visage des otages. Donc, les images ont été filmées et envoyées à France 24 qui a flouté les images, les visages. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose que le public ne doit pas savoir. C'est pour cette raison qu'ils l'ont fait. Sinon, il n'y a aucune préoccupation éthique qui explique cela. France 24 est habituée à montrer le visage des otages maliens et burkinabés à leur écran. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont commencer à penser que cela enfreint aux normes éthiques du journalisme. Mais qu'est-ce que recherche Omar Marico? Parce que j'ai comme l'impression que nous revivons 2012 en 2026. Parce que les mêmes actions qu'il a menées en 2012, c'est quasiment les mêmes actions qu'il mène aujourd'hui. Le même Marico qui se dit contre le pouvoir militaire, c'est le même qui a soutenu les militaires en 2012, de manière publique et officielle, en insultant, en critiquant et en méprisant la CEDEAO et la communauté internationale. Est-ce qu'on ne sont pas en train de vivre le même scénario aujourd'hui? Exactement, parce que en 2012, après les coups d'État, il espérait devenir président de transition ou premier ministre. Bon, faute d'avoir eu gain de cause, il s'est vite retourné contre les acteurs de ce coup d'État. Et en 2020, la même situation va se reproduire. Après les événements du 18 août 2020, il était avec les militaires, espérant pouvoir devenir soit président de la transition, président du CNT, organe législatif, ou tout simplement le Premier ministre. Il n'a pas eu gain de cause là encore, et du jour au lendemain, il a retourné la veste contre les autorités de la transition. Omar Marico ne cherche que le pouvoir. Il sait que sa chance n'est pas les urnes, parce qu'il connaît sa popularité auprès des Maliens. Et donc, il faut toujours créer les conditions du chaos total, d'un bain de sang général, pour qu'il puisse venir au pouvoir. Voilà pourquoi il est prêt à n'importe quel deal, y compris avec les diables, pour assouvir son désir du pouvoir, sa boulimie du pouvoir. Mais rechercher le pouvoir dans une nation qui te rejette, c'est pourquoi il ne compte pas sur les Maliens pour... C'est pourquoi il ne compte pas sur les Maliens pour arriver au palais présidentiel, mais plutôt sur les terroristes pour le faire. En fait, le régime devient le bras armé de ses opposants aujourd'hui. C'est ça la réalité. Absolument. Il y a une forme d'alliance pour renverser le pouvoir, parce que c'est une question d'opportunisme de toute façon. Absolument.
Absolument. Mais hier, tu as joué des notes très intéressantes, hein, Abdoul. Il faudrait quand même qu'on se le dise. Des notes très intéressantes où nous assistons à une planification d'un complot qui a pour but de renverser la transition. Une forme de manipulation vis-à-vis des militaires, surtout quand je regarde la position de Gao, parce que je pense que c'était ça ta note vocale hier, l'appel à la manipulation, à la révolte au niveau de Gao, afin de, en fait, de remettre sur pied la même, je dirais, le même scénario qui s'est déroulé en 2012. Jusqu'où ces gens sont en train d'aller? Parce que hier, j'ai un peu lu une de tes publications où, de manière indirecte, tu appelles les militaires de Gao à ne surtout pas se révolter ou à suivre la marche indiquée par ces pseudo-opposants aujourd'hui. Mais jusqu'où ce plan s'étend? Parce que pour moi, Mariko, c'est, je dirais, c'est l'outil qui a été utilisé. Il y a ceux qui financent. Il y a ceux aussi, quelque part, qui prêtent leur terre. C'est-à-dire, lorsque les terreaux attaquent, ils se replient. Il faut qu'ils se nourrissent, il faut qu'ils se réarment, il faut qu'ils se préparent, il faut qu'ils reprennent de l'énergie. Par exemple, lors de l'attaque du 25, la journée qui a précédé, dans le 26, lorsqu'on regardait l'actualité, on se rendait compte que les terreaux qui ont attaqué, qui ont subi de lourdes défaites, qui se sont repliés, se repliaient beaucoup plus du côté de la Mauritanie, se regroupaient au niveau de la frontière mauritanienne pour remonter et réattaquer. Mais aujourd'hui, lorsqu'on entend le président de la Mauritanie, lui, il nie. Il dit que son pays ne sert pas de base arrière dans une quelconque déstabilisation du Mali. Nous avons même suivi le président algérien. On ne lui a rien demandé, hein, jusqu'à preuve du contraire. Mais il a quand même publié une interview où quand même il se hâte de dire que mais moi je ne connais rien dans cette histoire, le Mali nous respectons leur intégrité territoriale, mais nous avons prédit, c'est ce que lui dit, nous avons prédit ce qui se passe aujourd'hui au Mali il y a 2 ans. Mais on assiste ici à un complot qui mêle non seulement des États, des politiques et des militaires malheureusement corrompus. Effectivement, lorsque vous voyez, après une tentative, lorsque vous voyez des acteurs se désolidariser, dire qu'on n'est pas au courant, sans que personne ne les accuse, que personne ne leur pose la moindre question, ça veut dire que le coup a échoué d'abord. C'est le premier constat est que le coup a échoué. Sinon, personne n'aurait eu besoin de s'expliquer, de se justifier. Mais en réalité, l'objectif était de mettre à terre les institutions. Ils n'étaient pas venus pour partir. Mais ça a été un échec lamentable. C'est pourquoi les commanditaires essaient de se justifier, de se donner une bonne conscience. C'est ce qui explique la sortie du président mauritanien, suivie de la sortie du président algérien. Qui les a accusés? Personne. Qui leur a demandé quoi que ce soit? Personne. Mais pourquoi ils étaient obligés de sortir pour se justifier? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Il y a, lors de la bataille de Kidal, il faut aller revisionner les vidéos. Il y a un véhicule pick-up. Un combattant est dedans, il est en train de parler. Les caméras se projettent à un moment sur le rétroviseur et tu vois les drapeaux de la Mauritanie derrière. Dans le véhicule, dans l'habitacle même du véhicule. Ah oui. La vidéo. Je vais pas prêter attention à cela. Oui, je suis sûr que quelqu'un va te l'envoyer après ce direct-là. Quand tu regardes, le combattant est en train de parler et par inattention, le téléphone, la caméra du téléphone a projeté, comment dirais-je, a reflété l'image du rétroviseur. Et derrière, tu vois automatiquement, c'est à une fraction de seconde, tu vois les drapeaux de la Mauritanie dans la chaise arrière du véhicule. C'est-à-dire, en fait, oui, vas-y. Donc, le Mali, les terroristes qui attaquent le Mali ont 2 profondeurs stratégiques, c'est-à-dire un territoire où ils se replient, se réorganisent et revenir attaquer. Ça, c'est la Mauritanie
et l'Algérie. La Mauritanie a un accord avec les terroristes de AQMI depuis 2010. Et c'est pourquoi depuis 2010 jusqu'à nos jours, il n'y a pas une seule attaque terroriste sur le sol mauritanien. Et ce sont les Américains qui ont révélé ça en 2016. Ça, ce n'est pas le Mali qui le dit, encore moins le Burkina ou le Niger, c'est les États-Unis qui ont révélé ça en 2016. La Mauritanie a un contrat avec AQMI. Partez sur n'importe quel moteur de recherche, vous mettez et vous verrez les révélations faites par les États-Unis dans ce sens. Et quand vous prenez l'Algérie, c'est l'Algérie qui a créé le terrorisme au Sahel à la demande des Américains. Vous vous rappelez, après la guerre civile algérienne, les rapports des organisations des droits de l'homme, etc., l'Union européenne avait mis l'Algérie sur banc de touche sur la scène internationale parce que l'Algérie était accusée de massacres des populations civiles, d'atteintes graves aux droits de l'homme, comme ils sont en train de le faire aujourd'hui au Mali, au Burkina et au Niger. Donc, ils avaient mis l'Algérie était devenue une paria sur la scène internationale. Maintenant, après une décennie de guerre civile, l'Algérie a pu infiltrer tous les maquis terroristes et il a réussi à prendre le contrôle de toutes les katibas. Et par finir, c'était le groupe qu'on appelait, comment dirais-je, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, GSPC. Et là, ça, c'était sous contrôle total du département de renseignement et de sécurité algérien qu'on appelle les DRS, le fameux service secret. Et donc, l'Algérie utilisait toujours cette menace artificiellement maintenue par son État pour réprimer, justifier la répression des opposants et la restriction des libertés. Et après les attentats du 11 septembre, ils ont rencontré les États-Unis pour leur offrir leurs services et qui peuvent vraiment être utiles aux Américains dans leur lutte mondiale contre le terrorisme. Et les États-Unis, après, vous vous rappelez les fameux rapports Chaney, où les États-Unis, face à une possible crise énergétique, avaient besoin de débouchés énergétiques, avoir le pétrole partout dans le monde. Et l'Algérie va proposer ses services aux Américains à l'époque. Les États-Unis vont voir en ça vraiment une très belle opportunité. Et ils amènent l'Algérie à créer la menace de Al-Qaïda dans l'espace sahélien. Et donc, c'est à partir de 2003 que les prises d'otages occidentaux ont commencé avec un commando algérien qui s'appelle El Para. El Para est un militaire algérien et qui est quand même un élément central de leur force spéciale et qui sera le premier leader terroriste de cette génération. Prise d'otages, demande des rançons. Prise d'otages, demande des rançons. Et donc, ça justifiait l'existence d'une menace terroriste dans le Sahel et le Sahara. Et donc, s'il y a la menace de Al-Qaïda, ça donne droit aux États-Unis d'intervenir. C'est pourquoi on a vu les initiatives Pan-Sahel créées par les États-Unis, où on a vu les Américains former les militaires maliens, burkinabés, nigériens. Mais rappelez-vous, en 2012, tous les militaires formés par les États-Unis ont rallié la rébellion. Donc, c'est exactement quelque chose qui suit une logique chronologique. Ce sont les États, en fait, qui sont à la base de ça. Je vous ai dit qu'un officier de renseignement malien, Ould Lemana, avait dénoncé clairement l'État algérien d'être au cœur de AQMI. Et le lendemain, il a été abattu chez lui par les services algériens sur le territoire malien à Tombouctou. Ah bon? En quelle année? C'était normalement 2009, si je ne me trompe pas. C'était sous le régime des ATT. Donc, allez chercher les articles scientifiques du Britannique, du chercheur britannique Jeremy Kennan. Il explique assez cette complicité qui a conduit à la fabrication du terrorisme au Sahara et au Sahel.
Et vous allez vous rendre compte comment Hakimi a été créé, comment Yad Agali a été créé, jusqu'en 2012 où on voit aujourd'hui ce qu'on appelle les groupes de soutien à l'islam et aux musulmans et toutes les émules, les ramifications de la même organisation. Et donc, nous sommes agressés par un État et non par quelques racailles qui se sont regroupés pour attaquer le Mali, etc. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire sur ça. Mais ils étaient 10 à 12 000. Exactement. Il y avait les combattants. C'est énorme, hein, Abdul. Quand j'ai observé le chiffre, je me suis posé des questions. C'est énorme, 12 000 terreaux. Et la majorité, l'écrasante majorité de ces combattants ne sont pas des Maliens. Ce sont des combattants du Sahraoui, du Front Polisario, les supplétifs de l'armée algérienne et également la branche du JNIM qui est sur le territoire burkinabé. On les a fait venir. Donc, et quelques soldats de la Mauritanie. Donc, ce sont eux qui ont formé cette coalition de plus de 12 000 éléments pour mettre à terre les institutions de la République du Mali. Donc, en fait, l'objectif, comme nous le savons très bien, c'était le 25 avril, le gouvernement tombe, on installe un état de psychose, de terreur, de chaos. Si tu as bien remarqué, quelques jours avant le 25 avril, un mouvement a été créé en France, soi-disant quelque chose pour le Sahel, avec l'objectif de renverser le pouvoir au Mali, au Burkina et au Niger. Et les médias français ont beaucoup commenté cette organisation fantoche, suivi de la visite de Marico aux otages maliens. Donc, ces deux événements étaient l'autre branche politique pour faire croire que les Maliens veulent un changement du régime. La visite de Marico aux otages, c'était pour démoraliser l'armée et faciliter la prise du pouvoir par ces éléments armés financés par les États. Voilà, c'était ça la stratégie. Malheureusement pour eux, et heureusement pour nous. Ou du moins inciter les militaires à prendre les armes, parce que lorsque j'ai regardé le reportage, je pense que c'était TV5, il y a une partie de plus où ils insistaient, ah oui, mais les soldats sont abandonnés par le gouvernement. Donc on présente Oumar Mariko comme, entre parenthèses, le sauveur, le guide d'une fantoche révolution, celui qui est en train de venir sauver les Maliens. On le met en grand écran, on amplifie le message, le scénario. C'était une opération pathétique de blanchiment d'un homme politique en ménopause. Et bien sûr, c'était une opération de blanchiment. Parce que lorsque nous observons le scénario, dans leur esprit, dans leur tête, dans leur vision, pour eux, l'opération était un succès. Hein. Pour eux, le Mali tombait le 25. Non, ça c'est pour se donner... Ouais, ils étaient sûrs que le pouvoir allait tomber. Ils étaient sûrs, tout était planifié pour ça. Sauf que leurs stratèges sont frappés d'une irrationalité inexplicable. Donc, tant pis pour eux, quoi. Mais Abdul, il y a une question quand même qui fâche. Comment les terreaux réussissent à atteindre Kati? C'est pas possible. C'était une faille. C'est une très bonne question. Comment est-ce possible? Les gens disent que le ministre de la Défense, Sadio, a été abattu dans la ville garnison, dans un camp militaire, le camp le plus puissant. C'est ce que les médias occidentaux racontent. Mais est-ce que vous savez que c'est totalement faux? Sadio n'était pas dans un camp. Et il n'y a même pas de dispositif impressionnant devant son domicile. Juste quelques militaires. Il habitait dans un quartier populaire entre Bamako et Kati. Parce que c'est quelqu'un qui était trop humble. Il ne voulait pas de privilèges de pouvoir, il ne voulait pas de luxe, il ne voulait pas des gardes armés jusqu'aux dents, des blindés devant sa porte. Il voulait vivre paisiblement avec ses voisins, comme il a toujours été.
Mais l'État ne devrait pas accepter qu'une telle figure, malgré sa volonté d'être humble, il ne fallait pas. Et une mosquée était contiguë à son domicile. La mosquée est un lieu public. Et on sait que le phénomène qu'on est en train de combattre a un lien avec les mosquées. Et chaque matin, 4h, 5h, soit il est chez lui, soit il vient prier dans la mosquée. Donc, les fidèles de la mosquée connaissent son programme de 4h du matin à 5h du matin. Ils savent que s'il n'est pas chez lui, il est dans la mosquée. C'est pourquoi ils ont préparé une bombe pour anéantir à la fois la mosquée et le domicile. Donc, s'il n'était pas dans son domicile, il aurait été certainement dans la mosquée. Et en aucun cas, il n'allait pas le rater. Donc, voilà pourquoi le mal a été consommé. Sinon, il n'était pas, contrairement à ce que les médias de propagande français racontent, il n'était pas dans les camps militaires de Kati. Il était dans un quartier populaire et il n'y avait pas de blindés devant sa porte, pas de dispositifs impressionnants devant sa porte. C'est-à-dire que les terreaux connaissaient non seulement ses horaires, ils avaient déjà tout le calendrier, ils savaient à quelle heure ils devaient frapper, à quelle heure ils devaient quitter le point A, c'est-à-dire leur zone de regroupement, pour le point B, c'est-à-dire Kati. Et pour masquer l'opération de Kati, on mène des attaques simultanées afin de plus se retrancher au niveau de Kidal, afin de disperser les forces pour que la prise, entre parenthèses, parce que pour moi ce n'est pas une prise, ce qu'eux ils appellent prise de Kidal, en réalité c'est même pas une prise. Donc pour mieux se positionner à Kidal et mener maintenant ce que moi j'appelle une forme d'opération informationnelle, c'est-à-dire, ah oui, les terrors ont réussi à renverser l'armée, les Russes ont fui, ils ont pris Kidal, c'est terminé, le gouvernement ne tient plus, Assimi Goïta, il est fragilisé, son ministre de la Défense numéro 2 est tombé, c'est terminé. En fait, on se retrouve dans une opération de séduction psychologique où on pousse malheureusement les populations à croire qu'en réalité, l'État a failli à sa mission, celle de vous protéger. Il voulait surtout briser la chaîne de commandement, comme ils ont fait en 2012. Ce qui aurait provoqué la chute des 3 régions du nord du Mali. Et c'est ce qui a été un échec. Le fait d'attaquer simultanément Bamako, et Kati, Sévaré, Gao, Kidal, cela n'était pas anodin, c'était une stratégie. Parce que quand tu attaques pour faire tomber Kidal, il faut occuper les camps de Gao. Parce que si tu attaques Kidal, les drones et les avions partent de cette base militaire pour donner l'appui aux troupes à Kidal. Donc, les camps de Gao étant suffisamment occupés, les renforts ou bien l'appui aérien en destination de Kidal était difficile. Il fallait aussi occuper la garnison de Sévaré, ça c'est au centre du Mali. Il y a un, comment dirais-je, un site de contrôle des drones là-bas aussi. Il y a une base de drones là-bas aussi et des avions de combat. Et ici, la base de Sévaré aussi, étant occupée, ne pouvait pas aller prêter main forte aux troupes déployées à Kidal. Et la dernière base aérienne qui pouvait aussi réagir, ça c'était la base de Bamako. Ça aussi, cette base était occupée de 4 h du matin jusqu'à 16 h. Le combat était autour de la base aérienne 101 de Sénou. Donc, c'était planifié pour que Kidal tombe, briser la chaîne de commandement, mettre à terre les institutions. Maintenant, ils ont vu que cela a été un échec total. Tu vois, Kidal est en train de se vider automatiquement avant même que l'armée n'aille là-bas. Parce que l'armée était obligée de se retirer de la ville de Kidal pour venir à Anefis et à Gelhok. En attendant qu'on reprenne le contrôle à Gao, à Bamako et à Sévaré. Prendre Kidal... Le repli stratégique, là. Ouais, oui, ils étaient obligés. Exactement, parce que les terroristes étaient armés de véhicules blindés des mouvements Polisario et de l'armée algérienne. Donc, il fallait
absolument un appui aérien. Donc, puisque toutes les bases aériennes étaient sous le feu, les troupes à Kidal étaient obligées de replier vers Anefis et à Gelhok, Thessalite. Maintenant, c'est ce que les médias français ont utilisé comme, voilà, la Russie a abandonné le Mali. Est-ce que les militaires russes ont quitté la ville de Kidal sans les militaires maliens? Non. Mais ils préfèrent mettre l'accent sur les militaires russes qui auraient abandonné le Mali en plein vol, etc. Les cas de Thessalite, l'autre jour aussi, tu vas vu TV5 dire que les FPLA a pris cette ville stratégique. Mais dans le même reportage, ils précisent qu'ils sont venus sans combat. Prendre une ville suppose que vous avez livré bataille. Or, puisqu'ils étaient la base des Thessalites, n'avaient pas suffisamment d'éléments pour affronter. Nos militaires étaient obligés de prendre tout le matériel pour abandonner cette base provisoirement et renforcer la base de Anefis et Agelhok. L'armée est toujours dans la région de Kidal, à Anefis et à Agelhok. Et ils savent qu'à tout moment, on va prendre la ville de Kidal et anéantir définitivement ces cafards. Donc c'est pourquoi ils multiplient une campagne de désinformation. Prendre Kidal n'est qu'une question de 24 heures pour l'armée malienne. Il fallait maintenant sauvegarder les institutions à Bamako. Et il faut observer les restes. Comme le disent les Anglais, wait and see. Mais la force unifiée, Abdul, parce que je tombe très souvent sur ces commentaires, et bon, moi j'ai la réponse, mais la force unifiée, à quel moment elle a joué son rôle lors de l'attaque des terreaux? C'était de manière Là, coordonnée avec les FAMA, avec les Russes, ça s'est déroulé comment? donne-moi juste quelques secondes. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, les amis, partagez le live, hein. Partagez. On est qu'au début, on n'a même pas commencé. Et s'il vous plaît, les modos, chez moi, on n'envoie pas les gens se reposer. Quelqu'un est là, vous bloquez direct. Vous bloquez, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de... Il va regarder encore dans 10 minutes. Bloquez direct. Ils vont aller s'abonner à d'autres pages. S'il vous plaît, partagez le live. Merci bien. C'est vrai, attendez, je mute Abdul, faut pas qu'on entende ce qu'il dit de son côté. Désactiver le micro d'Abdul. Merci de m'avoir précisé ça. Voilà. C'est grave, hein. Très grave. J'ai eu une information, essayez un peu de me confirmer ça en commentaire. Est-ce que le Burkina Faso a annoncé le recrutement de 100 000 réservistes? Essayez un peu de me confirmer ça en commentaire. J'ai lu cette information il y a 4-5 jours, mais ok, merci, c'est confirmé. Eh ben, c'est ce que le Niger et le Mali devraient aussi faire, hein. C'est important. Engagez-vous dans l'armée, les gars. C'est vraiment important. Ils sont en cours. Ok, super. 100 000 réservistes, c'est bien. Je me mute en attendant qu'ils reviennent. Ah, il est là.
Je démute ton micro, hein, prof. Je viens de te démuter. Tu peux cliquer sur la case qui s'affiche. Merci. Ouais, je n'avais rien mangé. Non, mais je comprends. Bon, nous revenons sur la force unifiée. Ouais. À quel moment... En fait, Oui. l'armée de l'air du Burkina Faso a joué un rôle décisif dans la bataille de Sévaré. Vous savez que la base de Sévaré se trouve au centre du Mali. Et, géographiquement, c'est proche du Burkina Faso. Et donc, c'est ce que les perroquets de l'impérialisme français ne savaient pas. Ils voulaient profiter pour créer un doute et une désunion au sein de l'AES pour faire croire que voilà, il n'y a pas de solidarité dans l'AES, etc. Ce sont les drones burkinabés ont apporté un appui très important. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis de mettre fin à la comédie qui s'est déroulée, à Sévaré. Parce qu'ils étaient même, tellement qu'ils étaient en nombre à Sévaré, l'armée était obligée de protéger son camp. Et donc, ils étaient plus de 5000, à Sévaré. Malgré tout, ils n'ont pas pu prendre un seul camp, encore moins l'aéroport. Même un commissariat, ils n'ont pas pu prendre à Sévaré. Même un commissariat. C'est-à-dire que les drones burkinabés ont frappé fort à Sévaré, hein? Oui. L'armée a évité de sortir dans la ville et dans les alentours dans un premier temps. Il fallait protéger d'abord les camps et les institutions. Et donc, nos hommes ont véritablement tenu. C'est pourquoi vous voyez les images où ils sont dans la ville, sur les goudrons, en train même de faire du thé. Et tu as l'impression qu'ils ont le contrôle même de Sévaré, alors que c'était qu'une diversion. Donc, c'est au moment où ils prenaient du thé que les capitaines Traoré les voyaient. Ils ne savaient pas que l'armée malienne n'est pas seule. L'armée malienne désormais, la force unifiée existe désormais. Les regards vigilants du capitaine président de l'AES aussi étaient dans l'observation dans les ciels. Et malheureusement pour eux et heureusement pour nous. Mais ils ont perdu, d'après Africa Corps, 2500 terreaux ont été éliminés en une seule journée. Je ne compte même pas la journée du 26. On ne peut même pas compter. On ne peut même pas compter. À Kati et à Bamako seulement, les cadavres, on ne pouvait même plus compter. Donc ça, c'est à Bamako et Kati seulement. Sévaré, c'était encore pire. Donc, on ne peut même pas compter. On pourrait facilement tendre à un bilan de 8000, 9000 terreaux éliminés, hein, comme des blagues. Pas moins de 3000 quand même. Pas moins de 3000. Ouais. Il faut qu'ils viennent comme ça nombreux, sinon on ne les trouve pas comme ça à les massacrer, quoi. Généralement, on ne trouve que 10, 11, 5 à tuer, mais quand ils viennent en grand nombre comme ça, ça permet de finir avec cette histoire, quoi. Mais est-ce qu'une autre opération est en cours du côté des terreaux? Parce que quand je lis un peu certaines actualités des médias indépendants, des médias étrangers qui ne font pas dans la propagande, tu constates, tu observes et tu en déduis qu'une autre opération, peut-être pas trop similaire à celle qui s'est déroulée le 25, mais une autre est en cours, ils se regroupent, ils se réarment, ils reprennent des forces, mais pour réattaquer encore quelle position, vu qu'ils ont essuyé un échec flagrant au niveau de Bamako et de Kati? Bon, comme le dit l'ancien président Damimba, cette fois-ci, c'est eux qui sont venus vers nous. Et je pense qu'ils ont été chaleureusement accueillis. Effectivement, après l'humiliation, ils décident de revenir. Ils voulaient tenter de reprendre les camps de Gao l'autre jour. Donc, si Gao tombait,
la propagande aidant, ils allaient pouvoir attaquer Bamako. Ce sont ces rumeurs qui avaient circulé, mais c'était vrai. Si vous écoutez attentivement l'audio de Omar Mariko qui a fuité, il était en train de préparer les militaires à cela. La conversation a eu lieu après l'attaque du 25. Donc, puisque cette attaque du 25 a été un échec, il préparait les troupes pour faire tomber les camps de Gao et faciliter la chute de Bamako. Ben, là également, malheureusement pour eux, c'est au moment où le détachement était rassemblé quelque part, le drone a craché sur eux. Beaucoup de combattants ont été neutralisés là-bas. Et dans les alentours de Sévaré, hier soir également, il y avait un grand rassemblement. Les drones ont aussi été impitoyables. Et les cadavres jonchaient partout le sol. Et autour de Bamako et Kati aussi, les drones ont frappé. Vous avez vu les images de Sebabougou et également les frappes menées par les Russes à Kolokani et dans la forêt de Baoulé qui a massacré un très grand nombre de combattants. Et d'ailleurs, c'est ce qui a retardé, comment dirais-je, la saison 2. C'est pour ça qu'ils appellent les Russes à quitter le Mali et à renégocier avec eux. Le scénario syrien, vous lâchez le pouvoir central et vous dealez avec nous. Mais les Russes ne sont pas si naïfs, étant donné que le JNIM, c'est une branche d'Al-Qaïda, et Al-Qaïda, que ce soit l'Union soviétique ou les Russes, ils les ont combattus pendant des années. Donc on se retrouve dans une même configuration, parce que aujourd'hui, hier, si je ne me trompe pas, leur communicant est passé à Al Jazeera, où il dit clairement, parce que j'ai comme l'impression que depuis le 26, il y a certains médias qui leur ouvrent facilement la porte et ils se prononcent. Il dit dans son interview que leur objectif, c'est de faire tomber automatiquement Bamako. Pourquoi? Parce que ce sont des révolutionnaires. Ils se considèrent comme des révolutionnaires. Ils considèrent que le pouvoir en place, c'est des terreaux. Ils considèrent qu'on leur a volé des années d'existence. Donc pour eux, il est légitime que la communauté internationale puisse les soutenir. Mais c'est quand même une dinguerie d'entendre ce genre de propos venant des personnes qui se disent être des rebelles, mais par ricochet, créent des alliances, solidifient des alliances avec des groupes terreaux qui, depuis des années, massacrent, terrorisent, vêtent des femmes et des enfants, traumatise des nations. Je trouve quand même à un moment donné que c'est un deux poids deux mesures. Lorsque tu vois par exemple ces opposants aujourd'hui qui te disent sans se soucier que le pouvoir militaire doit partir, le Mali ne doit pas être dirigé par des militaires, alors que ces mêmes opposants appellent indirectement un coup d'État. Parce que le simple fait de demander à des militaires à Gao ou dans d'autres localités ou de dealer avec des terreaux et leur pousser, ou du moins se servir d'eux comme un bras armé pour renverser le pouvoir central, mais vous êtes en train de participer à un coup d'État. En réalité, ce qui s'est passé le 25, Abdoul, nous sommes tous d'accord, nous sommes tous unanimes là-dessus. C'est un coup d'État. Absolument. C'est une tentative de coup d'État. Il faut que je vous explique un peu la composition de ces groupes, parce que ces noms-là, FLA, etc., pour un observateur extérieur, vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce qui est derrière ces dénominations. C'est une mystification totale qui se cache derrière ces dénominations. C'est une forme de blanchiment des terroristes. Je vais vous expliquer. D'ailleurs, ces politiciens en ménopause ne sont pas à leur première alliance avec les terroristes. En 1991, pour renverser Moussa Traoré et instaurer ce qu'ils ont appelé démocratie, il y a eu une coalition entre les hommes politiques à Bamako et les rebelles au nord du Mali pour renverser les institutions. C'est comme ça, ce sont les mêmes politiciens de la même génération qui continuaient d'occuper la scène jusqu'à l'arrivée de Assimi Goïta au pouvoir. Donc, il les a complètement écartés. Les coups d'État de 2020 tout près contre un président démocratiquement élu, ce ne sont pas les militaires qui étaient à la base, ce sont ces mêmes politiciens en ménopause qui ont manifesté. Tu vois, et tous ces politiciens-là, ils n'ont jamais eu 1% dans aucune élection. Ils ne dépassent jamais 1%, 2%. Jamais tous ces politiciens. Donc, ce sont eux qui se sont coalisés en 2020
pour créer un mouvement M5, et paralyser le pays pendant 2 mois. Le président n'a même pas été en mesure de mettre en place un gouvernement. Et les militaires, face à un constat de cessation du fonctionnement des institutions, les militaires ont décidé de prendre leurs responsabilités. Et donc, voilà comment Assimi Goïta est arrivé au pouvoir. Et si vous prenez la composition, pourtant, comment est-ce que des démocrates peuvent être à l'origine d'un coup d'État en 2020 tout près? Et les discours qu'ils ont tenus au boulevard de l'Indépendance, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'écouter, ils ont dit que ce n'est pas un coup d'État, que c'est parce que c'est le peuple qui s'est soulevé contre le président. Donc, c'est une révolution et non un coup d'État. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes politiciens qui nous disent que c'est désormais un coup d'État. C'est désormais la dictature, puisqu'ils ont été écartés du jeu. Voilà, malheureusement, la composition de ces organisations. D'abord, ce qu'on appelle aujourd'hui FLA. En 2023, ces FLA étaient appelés CSP-DPA. Après, avant CSP-DPA, c'était la SEMA. La SEMA, coordination des mouvements de l'Azawad. Cette coordination est composée de 3 entités. Le MNLA, soutenu par la France et la Mauritanie. Le MAA, Mouvement arabe de l'Azawad, soutenu par la France et la Mauritanie. Et le HCIA, Haut Conseil de l'unité de l'Azawad, soutenu par l'Algérie. Cette 3e entité, HCIA, était appelée en 2012, avant l'arrivée des Français, Ansar-Eddin de Yad Agali. C'est la même Ansar-Eddin de Yad Agali qui a changé de dénomination quand la France est venue au Mali pour devenir HCIA. Ce HCIA est une fabrication algérienne. En 2015, ces 3 entités ont fusionné pour créer la SEMA, coordination des mouvements de l'Azawad. Et l'Algérie et la France ont fait la pression sur le Mali pour aller négocier avec la SEMA. Rebelles, terroristes, rassemblés sous la même coupole, la SEMA. C'est ça, un blanchiment des terroristes par l'Alliance. C'est comme ils ont fait en Syrie, en mettant les opposants et les terroristes dans un même ensemble qu'ils ont appelé opposition démocratique modérée syrienne. C'est la même chose. Et vous vous rappelez, au moment où les négociations bloquaient à Alger, l'ancien président Ibeka, devant la délégation de l'Union africaine et l'Union européenne, a tenu ses propos, je cite, « Nous savons que Ansar-Eddin est à table de négociations avec un autre nom. Nous ne sommes pas dupes. Mais que ne ferons-nous pas pour la paix ?» Fin de citation. Ça, c'est les propos de l'ancien président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, devant la délégation de l'Union européenne et de l'Union africaine. Et donc, quand ils disent les rebelles d'une part, les terroristes d'autre part, c'est une mystification. Ces gens ont toujours été ensemble. Ce sont d'ailleurs les gens de la même famille. Les leaders du fameux FLA qui Al-Gabas Aguintala, il est sur la liste noire des Américains pour terrorisme. C'est pour cette raison, lors d'une visite à l'ONU, les États-Unis ont refusé de donner leur visa à Al-Gabas, malgré la demande de l'ancien président du Mali, Ibeka. Parce que c'est le bras droit de Yad Agali. Ils ont juste changé de nom